Nous avons été désignés, mon collègue Georges Fenech et moi-même, comme rapporteurs par la Commission des lois, afin d'établir un rapport à l'issue de notre mission d'information sur tout ce qui concerne la révision des condamnations pénales. Dans la tradition de l'Assemblée, vous avez un député de la majorité, un député de l'opposition. Et nous avons bien évidemment tout un certain nombre de questions qui nous sont posées. Il y a la commission de révision, il y a la commission de réexamen, qui répondent à des procédures différentes. Nous sommes interpellés et par l'une et par l'autre. Bien évidemment, nous avons en tête que deux grands principes s'opposent. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas d'état de droit sans l'autorité de la chose jugée. Mais le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas d'humanité avec un innocent en prison. Et c'est cet équilibre qu'il faut naturellement arriver à résoudre. En 1989, ce qu'on a appelé la loi Seznec, de manière impropre, a tenté de permettre une plus grande ouverture de la procédure de révision. En particulier, le doute sérieux a été abandonné au profit du simple doute. Et avant 1989, on demandait pratiquement à la personne condamnée d'établir son innocence, ce qui n'est plus le cas. Mais, globalement, nous constatons que le nombre de décisions est resté extrêmement faible, peut-être parce que la justice en France est infaillible, et qu'il n'y a que 8 décisions, globalement, depuis 1945, qui ont fait l'objet d'une décision de révision, et pratiquement, dans des cas spécifiques où il a été démontré, à coup sûr, que la personne condamnée était innocente. On l'a vu avec les affaires Machin, Séché et compagnie. À partir de là, nous avons essayé de réfléchir sur l'engrenage judiciaire. Essayer de voir qu'est-ce qui pouvait amener à cela. Est-ce que c'était irréversible ou pas? Et nous avons été très interpellés par le fait que la Cour de cassation elle-même, dans tous ses rapports, année après année, demande qu'il y ait une révision de la loi. Elle demande qu'il y ait une révision de la loi, elle insiste fortement, et tous les magistrats, les hauts magistrats que nous avons reçus, nous ont tous dit qu'il fallait une révision de la loi. Révision de la loi sur tout un certain nombre de points précis. Il faut d'abord se réserver la possibilité de savoir si le fait nouveau est un fait nouveau. Alors, les pièces ont disparu, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de possibilité de savoir exactement ce sur quoi on a discuté. Et c'est ce qui est chaque fois souligné par la Cour de cassation. Donc, on nous conseille l'enregistrement, éventuellement de passer par la caméra les débats, de prendre des notes non seulement exhaustives mais complètes, et de conserver les scellés. Ça, c'est tous les moyens techniques. Ensuite de cela, nous avons à réfléchir pour savoir si, entre la commission de révision et la cour de révision, on ne peut pas s'inspirer de ce que fait et l'un et l'une et l'autre. Les travaux de la commission de révision ont tous été remarqués comme exceptionnellement importants ces dernières années. Sur la cour de révision, les discussions sont beaucoup plus variées. Donc, nous avons essayé de voir si, quels étaient les pouvoirs de la commission de révision, jusqu'où elle pouvait aller, dans tous ses pouvoirs d'instruction. Deuxième chose, est-ce que la cour de révision ne doit pas envisager une autre composition? Certains nous ont proposé 2 magistrats par chambre, ça fait donc 13 magistrats avec un président à côté. D'autres nous ont proposé, y compris la personne illustre qui va vous succéder, M. Louvel, des compositions beaucoup plus extérieures, avec des jurés. C'est ce qui nous a été proposé également par certains avocats, Maître Le Borgne par exemple.
D'autres estiment que c'est inconcevable, et en particulier certaines victimes, et M. Agré lui-même, qui nous a dit « surtout ne faites pas ça ». Donc on doit avouer qu'on a des opinions dans tous les sens. Voilà, et ça compte pour nous. Deuxième chose, nous avons à voir quels sont les pouvoirs de la Commission et de la Cour. Est-ce qu'il ne faut pas que la Cour de révision tranche, sans renvoi, en particulier lorsque l'innocence est déterminée, puisqu'il y a déjà eu d'autres condamnations de personnes ayant fait le crime pour lequel une personne est en prison. Enfin, en ce qui concerne ces pouvoirs de la Commission et de la Cour, est-ce que la Commission ne doit avoir qu'un pouvoir d'instruction ou pas? Voilà toutes les questions que nous nous posons. Comme vous le voyez, notre volonté d'enrichissement est très forte. Et au vu de ce que vous nous aurez dit, de ce que nous auront dit l'ensemble des personnes que nous entendons, nous ne déposerons pas une proposition de loi qui pourrait être étudiée au mois de février prochain. Je termine en vous disant que vous êtes une spécialiste, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'erreur judiciaire qui ont attiré notre attention. Les audiences sont publiques, enregistrées, chacun peut y avoir accès, et je sais que de très nombreuses personnes les regardent. Donc, tout ce qui dit vous appartient, bien évidemment, mais je tenais à le dire. Voilà. Et je donne la parole maintenant à M. Fenech. Rien de plus à ajouter, la présentation par Alain Touret, et donc je vous cède immédiatement la parole, maître. D'avoir été invité et que mes travaux aient retenu votre attention, notamment en ce qui concerne l'erreur judiciaire, qui était descriptif, le premier ouvrage. Le deuxième était un peu plus, disons, critique, en ce sens qu'effectivement, dans le deuxième ouvrage, on peut éventuellement y voir une erreur judiciaire, non pas en germe, mais sans doute qui aurait pu être reconnu si le fait nouveau n'avait pas été avant abordé d'une manière ou d'une autre, bien qu'il ne l'ait pas été à l'angle de l'interprétation. Donc, ce petit préliminaire effectué, je pense que vous m'avez demandé de faire une introduction ou un propos introductif sur l'erreur judiciaire et sur ce que j'en pense. Je suis en train d'écrire « L'erreur judiciaire et l'impossible vérité ». Point d'interrogation. Mais c'est encore un peu prématuré pour vous en parler, les travaux ne sont pas vraiment avancés. Alors, pour moi, évoquer l'erreur judiciaire et introduire sur ce thème constitue un exercice difficultueux et à la fois périlleux. Et vous me l'avez dit, c'est public, donc je dois répondre de ce que je vais vous indiquer. Difficultueux en ce que l'erreur judiciaire est un concept complexe, tant en ce qui concerne sa définition déjà, sa genèse, ses causes, son éclatement. L'erreur judiciaire ne peut pas éclater dans n'importe quel état. Son traitement judiciaire, législatif, c'est pour cela que je suis là, et voire in fine sa thérapie. Car il répond à des considérations tenant à la condition humaine, à l'en-dedans d'un être, mieux, à l'âme d'un être humain. Le concept de l'erreur judiciaire impacte de front une vérité, la vraie vérité. Et cette vraie vérité, il n'y a qu'une personne qui la détient, c'est celui qui la porte, en lui. Pour moi, c'est cela, la vraie vérité. L'erreur judiciaire impacte donc une vérité inaccessible d'un extérieur, sauf à considérer qu'une intime conviction serait, dans une société vivant sous un ciel privé de référents depuis 1789 et vide depuis 1789, donc serait empreinte l'intime conviction d'une vérité soufflée par une divinité infaillible. Je tiens énormément à faire ce parallèle entre l'intime conviction et la déité de l'infaillibilité.
L'erreur judiciaire, une fois reconnue, s'oppose donc à la vraie vérité, à la vérité prononcée par un juge et au nom du peuple français. Le concept d'erreur judiciaire sous-tend donc une multitude de préculpabilités erronées, de convictions intimes erronées, d'une vérité judiciaire définitivement viciée et prononcée injustement et au nom du peuple français. Dans un monde où toutes les certitudes se sont effondrées et où le doute est partout, les convictions intimes ne peuvent donc être qu'empreintes de doute. Et ce doute-là, dans la révision Seznec, on a douté qu'il existât. Au nom de ces convictions intimes, le fait nouveau de l'article 622, quatrièmement du Code de procédure pénale, exigé par la Cour de révision pour revenir sur la vérité judiciaire, et donc reconnaître, et toujours au nom du peuple français, l'erreur commise par la juridiction, n'est-il pas un fait nouveau, expurgé de tout doute, laissant supputer l'existence d'un substrat de déité dans une justice devenue laïque, ce qui expliquerait peut-être sa rareté de ce fait nouveau, voire, j'allais dire, osons le terme, son inexistence. Ça, c'est la difficulté. Périlleux. Un exercice périlleux, car en ce que le poids de la résonance de l'erreur judiciaire relève d'un impossible à penser et un impossible à peser. Double impossible que la bienséance nous oblige à aborder avec une très grande nuance. L'erreur judiciaire, on l'a dit, impacte la vraie vérité, prononcée comment ? Suite au déroulé d'un processus systémique où tout s'imbrique, les doutes, les incertitudes, mais aussi les certitudes qui, elles, seront fortifiées au fur et à mesure que nous avançons dans l'action. Dans la balance de l'impensé, ce télescope des actes qui vont très vite. Primo, la garde à vue. Des argumentaires ordonnés, rythmés, où les violences des mots jouxtent la violence de leur interprétation, induisant des violences allant dedans, donc effractant la conscience du quidam pris dans les rets. Et ce quidam peut être vous-même, moi-même, nous tous, demain, victimes d'une délation ou d'un mensonge. On l'a vu dans des dernières affaires comme Marc Machin et Loïc Séché. Ces argumentaires sont destinés à conduire un présumé coupable, je dis bien un présumé coupable, dans l'entonnoir de l'argumentaire interrogatoire pour l'amener subtilement au doute de soi, au point d'avouer ce qu'il n'a pas commis. C'est l'erreur contemporaine Marc Machin cédant sous des argumentaires subliminaux. C'est la force des mots. Ce quidam sera pour le moins à supposer qu'il soit très fort, déstabilisé, au point de se contredire, ce qui pourra amener à fortifier les convictions intimes, allant jusqu'à leur conférer un caractère de certitude certaine, et donc, avec cette certitude, de donner une certaine force à une logique d'un dossier. On nous parle sans arrêt de la logique d'un dossier. À ces premiers actes s'ajoutera le poids d'un impesable, celui des atteintes à la présomption d'innocence qui n'est toujours pas réglée à ce jour. Conséquence de désastres provoqués par la rumeur publique. Cette rumeur publique, pour rassurer l'opinion, viendra ajouter au présupposé, cherchant dans son tréfonds à connaître hic et nunc le coupable. Cette rumeur publique, au fond, voudrait encore avoir sa part de chair comme autrefois. Même si cet imago est d'une violence interprétative choquante, je la prends à mon compte, il en demeure ce jour encore une part de vérité. La recherche d'un bouc émissaire étant récurrente dans ces affaires. Ce processus systémique, donc, se déroule dans un rythme très accéléré,
il faut demander au gardé à vue, aux personnes qui sont passées dans son entonnoir, au point que le présumé coupable, il est privé de souffle. Il n'a donc plus la possibilité d'avoir une pensée libre, il est effracté de l'en-dedans. Les viols réitérés à son innocence le frappent d'une paralysie aphasie et d'une mort intérieure que rien ne pourra jamais réparer. Le quidam suspecté d'être l'auteur d'un crime sera terrassé par les viols de son innocence et les accusations relayées par la presse, pressée d'informer au nom d'une logique, non pas du dossier, mais économique. C'est dans un processus empruntant une trajectoire de cette nature où des logiques, souvent illogiques, des dossiers et des intimes convictions s'unissent que peuvent se rendre des décisions erronées et que naît une erreur judiciaire, la seule qui n'ait pas sa place dans l'enfer de Dante. Cet enchaînement rapide d'actes sont sujets à des violences interprétatives, je l'ai dit, relevant d'un impensé et d'un impesé. Tout concourt donc dans ces processus à décupler les risques d'erreurs judiciaires et par-delà ne fomenter que haine et violence dans cette société déjà très violente où chaque pion humain, moyen nécessaire au fonctionnement de l'État, vit dans la jungle numérique et dans un désert éthique. Or, sans éthique, il n'y a point de liberté. Sans éthique, il n'y a point d'humanité. L'erreur judiciaire est liée à la condition humaine et aux qualités humaines des intervenants à son événement. D'où la nécessité d'abord, c'est un pensée, d'une pesée des doutes de la conviction intime avec cette inquiétude, et je reprends Montaigne, qu'après avoir pesé le vrai, on le cherche encore. Donc, peser les doutes des convictions intimes par des acteurs dont l'humilité, l'humanité, la faillibilité et l'éthique les habitent encore. Ces acteurs, donc suffisamment sages pour ne plus avoir besoin d'exposer leur ego publiquement, aux fins de se rencontrer eux-mêmes dans l'immense miroir monde et d'assouvir des illusions illusoires, d'ailleurs, pour ces détenteurs de certitude, qui sont habités et aveuglés par le culte de soi et qui se sentent d'inox et d'acier et ne croient pas en leur finitude. Les citoyens s'intéressent à l'erreur judiciaire et ont l'amour de la justice, tout simplement parce que, dans ce monde, imprévisible et des responsabilités, désenchanté au sens de Weber, mu par le culte de l'accumulation des honneurs d'abord et des richesses, chacun a craint d'être demain victime d'une erreur judiciaire, née d'une dénonciation qu'infeste la jalousie, la haine ou des idées vengeresses. Les idées qui étaient valables hier le sont encore aujourd'hui. Aux idées développées s'attachent des noms. Au XVIIIe, Calas, le Surc, XIXe, Vaux et Boras, crime judiciaire et non pas erreur judiciaire, sous la plume de Jean-Denis Bredin. Alfred Dreyfus, XXe, Dehaye, Deveau, Guy Mauvillain, Roland Agré, XXIe siècle, Marc Machin, Loïc Séché. Constatons effectivement que la justice est quasiment infaillible puisque les erreurs judiciaires sont aussi rarissimes que l'est le fait nouveau de l'article 622, quatrièmement, du Code de procédure pénale permettant de les corriger. Une question se pose. L'inexistence du fait nouveau expliquerait-il à lui seul la rareté de l'erreur judiciaire? Et je conclurai sur cette question. Bien, nous tenons à vous remercier pour cette analyse à la fois et juridique et philosophique de ce problème très grave de l'erreur judiciaire et également de la quasi-impossibilité qu'il y a à la réparer. C'est bien ce que j'ai compris de ce que vous disiez, puisque pour vous, le fait nouveau est pratiquement un fait insusceptible d'être retrouvé. Alors essayons de voir comment on pourrait le trouver. Voilà. Parce que de deux choses l'une, soit on désespère et on se dit, bon, ben c'est comme ça, on n'y arrivera jamais, soit on essaye au contraire d'essayer de voir comment on peut essayer de déterminer un fait nouveau et par rapport à quel doute.
Première chose, l'article 622, quatrièmement, qu'est-ce qu'il nous dit essentiellement? Il nous parle de deux sortes de choses, n'est-ce pas? Il nous parle d'abord du fait nouveau, et nous parle ensuite de l'élément inconnu au moment où la juridiction a tranché. Il nous a été proposé d'améliorer cette rédaction. D'abord, on aurait pu croire qu'on pouvait supprimer la notion de fait nouveau, ce qui nous a été proposé, car elle est englobée dans la notion d'élément inconnu au moment où la juridiction a tranché. D'autres hauts magistrats, j'ai là tout ce qu'ils nous ont écrit, nous disent non, ne supprimez pas ça. Et un certain nombre d'avocats, d'avocates, nous ont proposé de compléter la notion explicative du fait nouveau par un élément qui n'a pas été débattu par la juridiction. Élément non débattu par la juridiction. Ce qui entraîne à partir de ce moment-là l'obligation de tout enregistrer. Et ce qui permettrait d'être certain que, par exemple, si un rapport judiciaire d'expertise a été déposé et n'a pas été débattu, que cela puisse constituer un fait nouveau, alors même qu'il est existant dans le dossier. Donc ça, c'est une question que je vous poserai. Est-ce que vous y voyez une amélioration? Car il faut bien, nous, qu'on arrive à trouver la définition de cet élément inconnu, fatalement. Et la deuxième chose, je voudrais avoir votre analyse sur ce fameux doute. Certains nous disent que on pourrait en discuter pendant des dizaines d'heures, on n'arriverait pas à trouver qu'est-ce qu'un doute. Ben nous, il faut qu'on y arrive. Voilà. Alors donc, je voudrais que vous me disiez qu'est-ce qu'un doute pour vous. Il y a un doute lorsque nous ne sommes pas certains de ce que nous avançons. Pour être certain et pour prononcer une vérité judiciaire, enfin une décision qui sera empreinte donc de l'autorité de la chose jugée et donc qui aura dit la vraie vérité, il faut qu'il n'y ait plus aucun doute dans un dossier. Donc, arrivé au doute, j'irai peut-être plus loin. Je dirais que dès lors que dans un dossier, on a des éléments qui nous permettraient de dire que cette vérité n'est pas complète. Une histoire de complétude de la vérité. On ne peut pas prononcer la vérité. Il faudrait peut-être arriver à avancer dans un genre de schéma de cette nature. Et vous verrez que si nous avançons dans une réflexion de cette nature, nous arrivons certainement et toujours à la possibilité donc d'ouvrir la révision, de recevoir la requête en révision, puisque nécessairement, chaque fois que nous introduirons une requête sur un fondement de cette nature, il y aura un doute. Et donc on ne sera pas face à une vérité. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est lorsque l'on dit, lorsque l'on prétend, lorsqu'on argue qu'il y a un doute dans un dossier. On tourne les pages. On va dire, mais tiens, l'ADN dans ce dossier, il en a été question. Je prends un exemple. C'est l'exemple de mon livre, l'ADN, la preuve par l'ADN et l'erreur judiciaire. Mais l'ADN, nous en avons parlé avec le juge d'instruction primo. Nous en avons parlé en première instance, au correctionnel, en appel. Donc cet élément, l'ADN, n'est pas nouveau. Et on ne regardera pas ce qu'il en était de cet ADN. C'est-à-dire que dans le cas exposé, donc pour essayer de bien faire comprendre mon cheminement, on a dit l'ADN, il a été soulevé. Donc je ne veux plus en entendre parler. C'est pas un fait nouveau, c'est pas un élément nouveau, c'est pas un élément inconnu, c'est pas bon. C'est quelque chose qui a été vu, mais qui a été vu comme présentant une preuve matérielle, une preuve par ADN qui ne veut rien dire dès lors qu'elle n'a pas été interprétée.
Et l'ADN dans l'espace, dans ce cas d'espèce, il n'était pas inférent. J'ai débattu du caractère de l'inférence ou de la non-inférence, de la théorie de Bayes, etc. Personne ne m'a suivi. On m'a pris pour quelqu'un de farfelu qui voulait démontrer qu'elle savait plus qu'un autre, peut-être, décortiquer la valeur de cet indice. Or, dans cet indice-là, on a poursuivi une personne en disant on a retrouvé un ADN ici. Oui, on a retrouvé un ADN, mais sur une feuille. Les ADN inférents, c'est-à-dire qui auraient pu démontrer qu'il y avait eu contact entre la victime, la pseudo-victime, j'allais dire, et la personne, l'auteur. Ces ADN-là ont été détruits. Les vêtements ont été détruits. Et avant même que l'instruction ne soit terminée, ça pouvait constituer un élément nouveau, la destruction. Eh bien non. Ce n'était même pas un élément nouveau, même pas un doute. Or là, vous me posez la question sur le doute. S'il y avait un doute, c'est bien à ce niveau-là, puisque le caractère inférent n'ayant pas été démontré, il y avait donc bien un élément nouveau qui venait dans ce dossier étayer les propos. Donc le doute, pour moi, c'est cela. C'est-à-dire que la vérité n'était pas complète. Donc c'est une histoire de complétude de la vérité, en sachant que on n'aura jamais la vérité. La vérité, on ne la connaîtra jamais au fond. Elle ne nous appartient pas, elle appartient qu'à elle-même, la vérité. Mais il faut tendre à s'en approcher. Donc, si si les requêtes, en réalité, si la loi était appliquée, si on considère que l'article 622, quatrièmement, il nécessite un élément nouveau, emprunt de doute, et non pas un élément nouveau prouvant l'innocence. Peut-être nous approcherions-nous du texte de la loi. Je pense qu'on fait dire, enfin, mais les magistrats pourraient répondre mieux que moi, mais je pense qu'il y a une interprétation de la loi qui n'est pas conforme à ce que le législateur du moment a peut-être voulu dire. Je m'avance peut-être un peu trop. Mais le législateur dit un élément nouveau amenant un doute. Or que là, l'élément nouveau, finalement, on voudrait qu'il amène la preuve de l'innocence. Donc on a supprimé le couperet de l'innocence, en réalité, d'une autre manière pour le faire revivre à travers ce texte. Donc, voilà. Maintenant, quand vous précisez qu'il serait peut-être intéressant de rajouter quelque chose au fait nouveau. Rajouter, peut-être, mais rajouter, est-ce qu'après l'interprétation, c'est une histoire d'interprétation, il faudrait bien réfléchir. Il faudrait beaucoup plus de recul et essayer de réfléchir plus avant. Mais c'est peut-être une piste que d'en rajouter. Là encore, un magistrat peut davantage répondre, peut-être, parce que eux, comment voient-ils les choses ? Cher maître, vous avez manié des concepts importants sur la présomption d'innocence. Oui. Vous avez eu un mot très dur en disant inexistence de la révision. Inexistence de la révision. Du fait nouveau. 8 cas seulement, oui, 8 cas, etc. Oui. Inexistence du fait nouveau, avez-vous dit. Mais tout ce que vous avez dit est fort intéressant, mais je n'arrive pas à vous suivre, au fond. Je n'arrive pas à comprendre quelle est votre position. On a le sentiment, en vous écoutant, que pour vous, un magistrat, vous avez parlé aussi d'inspiration divine, un magistrat ne peut pas détenir la vérité. Il peut s'en approcher, mais la vérité... je comprends ce raisonnement qui est d'ordre philosophique. Hein. Là, revenons, je dirais, dans nos prétoires. Hein, oui. Il y a un peu les pieds sur terre, quoi. On a affaire à un prévenu, un accusé, et puis il y a des magistrats professionnels
les non professionnels des jurés qui vont devoir dire si cet homme ou cette femme est coupable ou innocent. C'est binaire, hein, il est coupable ou il est innocent, quoi. C'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Il le déclare coupable, malgré le fait qu'il ait crié son innocence. Il n'y a pas que dans 8 cas en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, que des accusés ont dénié toute responsabilité. Il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des statistiques, mais on doit avoir des ordres de grandeur. Ça doit pouvoir je ne sais pas, vous qui avez écrit sur l'erreur, vous devez peut-être nous éclairer là-dessus. Combien d'accusés qui ont plaidé non coupables ont été condamnés? C'est intéressant. On pourrait faire une proportion, une étude. Ce serait intéressant de voir. Hein. Ça fait partie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'est arrivé quelquefois d'aller en prison, voir mes inculpés, et j'en ai, ou d'autres détenus que je croisais, on rencontre beaucoup d'innocents, de ce qu'ils disent. C'est rare de rencontrer des détenus qui reconnaissent. C'est ainsi. Il y a une espèce de dénégation aussi. Mais si on revient à une stabilité de notre système judiciaire qui a besoin de bases solides pour pouvoir reconnaître une culpabilité, que cette culpabilité soit reconnue au regard non seulement de la justice, mais de la société qui suppose une confiance dans l'institution. Jusque-là, moi, je vous suis. Mais après, je ne sais pas où vous voulez nous emmener. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, en vous entendant, que toute mission que nous pourrions conduire, toute réflexion, toute modification législative ne changera pas. Le problème, nous n'y arriverons. J'ai senti beaucoup d'impuissance, de défaitisme un petit peu, de résignation chez vous. Ou bien est-ce qu'on peut trouver des systèmes plus contradictoires, plus performants, qui permettent d'éviter l'erreur et qui permettent surtout, c'est le cas d'admission, de la réparer lorsqu'elle est reconnue. Oui. J'ai besoin de mieux comprendre votre pensée. Alors, tout à fait, et vous avez parfaitement pointé ma réflexion, et vous avez parfaitement bien suivi. Alors, je me suis inspirée. Là, je suis en train de réécrire et pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je me suis inspirée pratiquement exclusivement des discours de rentrée solennelle pour essayer d'aller puiser de la matière dans ce sens. Je me suis inspirée notamment des écrits d'un juge qui s'appelle Jacques Brissot, 1956. Jacques Brissot, qui a énormément travaillé sur l'erreur judiciaire. Il en existe un autre, Pasquier, dont je n'arrive pas à ressortir, même à la chancellerie. Donc je n'avais pas réussi à retrouver les discours de rentrée, mais je ne désespère pas de les retrouver. Donc revenons à Jacques Brissot, qui avait énormément travaillé, et avant nous. Et Jacques Brissot, déjà, il s'est intéressé en disant « Que pouvons-nous faire ?» Puis il avait proposé des explications tenant justement les propos de la condition humaine, les doutes, tout ce que je viens de vous exposer à travers ces idées, sans tirer des écrits de Jacques Brissot. Je n'ai rien inventé. Et il disait que pour lui, nous améliorerions beaucoup la loi, les erreurs judiciaires, si nous confions la tâche à des magistrats instructeurs qui auraient au minimum 50 ans. C'était un minimum pour lui. Il fallait que ce soit un œil mûr, qui ait eu la conscience aussi, qui ait la connaissance des affaires civiles avant d'être magistrat, qui soit suffisamment mûr et suffisamment sage pour ne pas se laisser finalement attenter à son indépendance, en quelque sorte, être sous les lumières de la presse. Donc je me suis imprégnée des écrits de M. Brissot, qui sont très sages, et à mon sens, il s'est déjà posé les questions, les mêmes que nous nous posons aujourd'hui. Pour lui, tout venait d'abord de la personnalité des acteurs qui concouraient tant à la garde à vue,
ensuite à l'instruction et ensuite à la décision. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est au travers des erreurs judiciaires qui sont connues et que nous avons, donc que nous détenons, dans les juridictions, c'est essayer de se livrer effectivement à chercher quelle était la personnalité des personnes qui concouraient aux actes. Mais ce serait un travail d'abord qui serait du moitié fait, puisque de toute façon, nous n'avons plus les personnes devant nous. Alors, je pense que déjà, ce chemin-là serait peut-être une piste à exploiter, c'est-à-dire que ne pas donner l'instruction, ne pas mettre l'instruction dans les mains d'un jeune magistrat qui sortirait de l'école de la magistrature, peut-être premier point. Nous n'aurions peut-être pas eu certaines affaires si cela avait été respecté. Je ne sais pas. Après, c'est facile de dire après, mais bon, je ne sais pas. Est-ce que ça ne pourrait pas améliorer les choses? Il l'écrit. Il l'écrit. Point trop jeune, mais point trop vieux non plus, dit-il, hein, parce qu'il faut qu'il puisse quand même être en état de raisonner. Donc, ce pourrait être une piste. Alors, je pensais aussi au niveau des lois, quelque chose qui serait peut-être important, mais là, on s'écarte un petit peu. C'est ne plus indiquer la loi de monsieur un tel, la loi de monsieur un tel, la loi de monsieur un tel. Peut-être de dire, de supprimer cette personnalisation. Même le juge, plutôt le juge, nommer le juge X, le juge Y, un juge. Est-ce que ça pourrait peut-être pas améliorer les choses? Je ne sais pas, je me pose des questions comme vous. Je suis en pleine réflexion là-dedans. Les uns les autres de ses propres réflexions. Cette mission est très importante. Elle entend à la fois tout le monde judiciaire, mais au-delà, bien sûr, les journalistes, les philosophes, les sociologues, les scientifiques, parce que nous avons reçu les responsables du laboratoire de l'ADN de Nantes. Voilà, il faut que on arrive à faire toute cette synthèse, et puis nous proposerons une modification vraisemblablement de la loi pénale, puisque pratiquement tout le monde nous y incite. Merci, mon cher maître.